Okay, so my paper is based on my PhD research studies at, as I said, I'm doing as you mentioned that I'm doing my PhD at TISS in Mumbai, and the my PhD work is focused on democratic governance and social capital in dairy cooperatives in Gujarat state in India, and the paper is also based on the dairy cooperatives in Gujarat, which will discuss the governance, institutional change, and consequences. So when this paper talks about institution, it talks about a system with shared rules, categories of social actors and their appropriate relationships. And it talks about, it's going to talk about governance, which means it is going to talk about the institution's ability to make and enforce rules and to deliver services in the community. And when it talks about institutional change, it means that there is a phase where there is arrival of new beliefs and practices in the institution that moves institution from its actual vision. So coming back to dairy cooperatives in India, dairying is not just a business in India. It is very much part of the custom and tradition of day-to-day life of the rural household. So a farmer milk producer keeps average herd size of 2 to 3 and regularly pours milk in village dairy cooperative societies. And therefore, today India is one of the largest milk producer in the world. India also, the milk production of India is more than 20% of the total milk production in the world. So if I talk about Gujarat state, as the data of the paper focuses only is limited to Gujarat state in India. At present, there are 22 milk unions in Gujarat state, which has membership of 33,65,442 farmer milk producers. And these milk cooperatives uh, has capacity of milk production which is 203.43 lakh liter per day. If I talk about the structure of this milk cooperative society, which is also known as the three-tier structure, at the very base is the village milk cooperative societies, which is responsible for milk collection. And above that, there is district milk union, which is responsible for milk processing and packaging. Above that, there is state milk federation, which is responsible for branding, sales, and distribution. There is also a fourth tier, which is known as the National Cooperative Dairy Federation of India, which is limited to the monitoring purpose of this three-tier structure. So the three-tier structure is very well known in India because of its ability to provide space for local leadership from village dairy cooperative society to the state federation. So if we look at the board of the state federation, we will find there are the chairpersons like who are farmer milk producers from the village, directly from the village dairy cooperative society. The objective of this research study is to study the history, culture, and background of dairy cooperatives in Gujarat, to study the structure, mandate, and practices of cooperatives, to study the internal and external factors under the resources and components that promote institutional change, to study the consequences of institutional change, to study the institution's ability in responding to the change, to provide possible suggestions to moderate the change. This study follows case study research methodology, which also include mixed method approach. There were 65 in-depth interviews were conducted with 8 focus group discussions and survey with 160 samples in 8 village dairy cooperative societies in the state. The criteria to select the village dairy cooperative society were geographical distances, milk production capacity, age of the society, composition of the board, which can be either heterogeneous or homogeneous. The criteria for member selection
for qualitative method were job profile, caste, type of membership, economic status, social status, land ownership, and political affiliation. The criteria for quantitative method were random sampling method. The interviewee were chairman, women and men board members, secretary, other active and passive members of the cooperative societies. Now coming to the institutional theory, which says that any institution has aimed to practice legitimacy, collective bargaining, member control, space for grievance, active participation, and equality. But sometimes, while achieving and while driving change in the society and shaping the system, the institution also goes through the change and tend to model themselves as the similar institution in that area. To be more successful or to be more legitimate in those institutions lenses. So and they also start reflecting the myth which is given by their surrounding environment, and they, instead of focusing their own demands and focusing on their own vision, they start concentrating on this myths from their surrounding. The institutional theory gives three resources that create pressure on the institution, which is functional, political, and social. So the functional resources are those resources that pressurize the performance of the institution due to the influences from the surroundings like market logics. The political resources that pressurize the institutional legitimacy, power distribution due to the change in the political interests of the institution or the position in the institution. The social resources pressurizes the institutional culture due to the social expectation or diversity in the groups at institutional workplace, etc. The institutional theory also talk about the three components in institution where the change happens, which are coercive, normative, and mimetic. The coercive component affect the process of the institution, the normative component affect the norms of the institution, and the mimetic component affect the strategies of the institution. So instead of discussing the whole process and what are the areas that have affected, I will directly discuss the thematic areas where I have found that institutional change has happened, and then I'll discuss my suggestion. So in context of dairy cooperative societies, these are the thematic areas where after the data analysis, I have observed the change, which are culture and social capital, local leadership, decision making, member participation, interpersonal relations, sense of ownership, resource allocation, and role of the state. Suggestion to moderate institutional change. So I have developed this framework where if we talk about the functional processes, it says that there is a requirement to strengthen the coordination in governing board, follow-up processes, supply chain management in terms of subsidized items at the village dairy cooperative societies, regular evaluation of the governing board members. The political process requires farmer-sensitive policies by state, creating space for local leadership, women participation, democratic participation, maintaining trust. The social processes requires dealing with demand, dealing with the trust and reciprocity among the members, openness towards marginalized community. The openness towards marginalized communities means openness towards the community which is towards the communities that includes scheduled caste, scheduled tribe. So in context of dairy cooperative societies in Gujarat earlier, the cooperatives were governed by particular communities.
called Patidar Patel communities. But with time, these communities migrated out of India, and the laborers, the communities who were serving them in cooperatives as a laborers, started taking active participation in cooperatives. So now there is change in dynamics, there is change in uh, decentralization, power distribution, resource allocation. So when I talk about openness towards marginalized communities, I am talking about the openness towards the communities, those are not part of the, those who are part of the village system, who also pours milk in cooperative, but still they are not part of the governance system. They are not part of the decision making system. Though there are norms, there are laws that there has to be 2 seats for the scheduled caste and scheduled tribes, 2 seats for women candidates. But again, there's requirement to strengthen these laws, to strengthen the implementation process at the grassroots level. The functional norms require gender sensitivity, farmer friendly policies, and promote inclusion. The political norms requires decentralization, clear role of the state board of members, and again, clear role of the cooperative staff. The social norms requires accountability towards social welfare, inclusion of small and marginal farmers. Again, the same thing which we discussed in social process. The functional strategies require implementation. The functional strategies require implementation system, innovation, active member participation, inclusion of other communities. The political strategies require active participation of government representatives at micro level, development of grassroots leadership, and international moderating international policies. So recently, India postponed its international trade policy with United States of America, where India was supposed to change its milk import policies for the farmer milk producers in India, which would have directly created a lot of pressures on these farmers. So this way, there is a requirement to monitor the international policies. The social strategies require dealing with demand, evaluation, institutional environment, influencing factors, drivers of trust, and enhancing ownership. So this were the suggestions I have. These were the suggestions I have provided to monitor the institutional change in context of dairy cooperative societies in India. Yeah, thank you. Okay, thank you very much, Neha. The format is that we have first the 3 presentations and then question and answers. So can you stop sharing your screen maybe? Okay, thank you, thanks a lot. So now we will turn to Claude-André Guillotte donc, nous passons à Claude-André Guillotte de l'Université de Sherbrooke. Parfait. Frédéric, vous me dites si le partage d'écran est en cours? Oui, tout à fait. Mais pas en plein écran. Voilà, maintenant c'est en plein écran, c'est parfait. En plein écran. Alors, bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver ce matin, malgré la distance, et je tiens à féliciter et remercier nos collègues et amis de l'Université St. Mary's. Je pense à Sonia, Erin, Karen, Kian pour l'organisation de ce symposium. C'est très apprécié. Pardon, je vais... désolé. Je vais vous parler d'AgroPure ce matin, la coopérative laitière qui a été fondée là, en 1938 par 80 producteurs laitiers. Je ne veux pas faire son historique, mais je veux vous présenter la structure de gouvernance
qu'on peut appeler le miroir, où vous avez une structure démocratique et aussi vous avez une structure participative pour la vie, ce que j'appellerais la vie laitière, la vie coopérative laitière. Alors, la présentation là, va se faire en, attendez, va se faire en trois là, grandes ou quatre grandes sections. Le profil de la coopérative, on va regarder la structure de gouvernance et je veux mettre l'accent sur la relation coopérative-membre et faire ressortir quelques leçons là, pour la pratique coopérative là, qui nous intéresse toutes et tous. Mon intérêt pour AgroPure, j'ai fait ma thèse de doctorat sur AgroPure dans l'objectif de comprendre la prise de décision dans une grande coopérative là, qui est internationale. Et depuis la thèse, là, je les suis. L'IRECUS collabore avec AgroPure là, sur une base régulière. Donc, si je vous présente AgroPure, c'est une coopérative exclusivement de transformation laitière. Donc oui, c'est une coopérative agricole, mais les membres ne s'approvisionnent pas, par exemple, en intrants agricoles auprès de la coopérative. C'est une coopérative de transformation. Alors, les membres, par définition, envoient leur lait à leur coopérative qui, elle, la transforme pour en faire là, de la valeur ajoutée. Le conseil d'administration, bon, la coopérative, elle regroupe là, près de 3000 membres producteurs laitiers. Le conseil d'administration est composé de 13 administrateurs, dont un membre de la relève. Alors, c'est un poste qui a été créé il y a 2 ans ou 2 assemblées générales. Donc, le contrôle est exclusivement entre les mains des producteurs laitiers membres d'AgroPure. On compte 8000 employés répartis là, dans 40 usines. C'est près de 8 milliards de revenus annuellement. Et c'est la 18e plus grande entreprise de transformation laitière au monde. Alors, c'est important de mettre en perspective le fait que les concurrents d'AgroPure, ce sont des entreprises là, de la taille de Nestlé et de Danone. Donc, sur les marchés là, à la fois canadiens, américains et bien sûr européens. La structure de gouvernance, là, donc, nous avons 13 administrateurs démocratiquement élus, puis un membre de la relève. On a un système de délégués pour élire. Alors, par 10 membres producteurs, on choisit un délégué qui représentera ces 10 membres-là à l'Assemblée générale. Je le disais, en parallèle, nous avons une structure d'animation. La structure d'animation, elle est très originale. Elle a été documentée beaucoup par Daniel Côté, professeur à HEC Montréal et à St. Mary's. Et cette structure-là, elle vise à faire vivre la vie coopérative pour les producteurs. Alors, la coopération, on peut dire, j'achète des parts sociales, je suis membre d'une coopérative. Du côté d'AgroPure, c'est plus que ça. On veut faire circuler l'information d'une manière plus directe. Alors, je vais vous présenter là, dans quelques instants comment la structure d'animation vient compléter la structure élective. Et on a tout ce qu'on appelle le calendrier AgroPure, où il y a un cycle annuel où plus de 80 réunions sont tenues par la coopérative avec ses producteurs pour parler, bon, évidemment, du volet business, mais aussi du volet là, vie coopérative. Et l'équipe AgroPure a aussi une équipe de conseillers coopératifs qui est sur le terrain, qui travaille sur la qualité du lait, la santé animale, la paye de lait, s'assurer que nos producteurs sont bien encadrés par la coopérative. Alors, si on regarde à l'écran, vous avez à gauche, en orange, la structure démocratique. Donc, vous avez là typiquement la gouvernance qui encadre les pouvoirs de décision et faire des contrepoids comme dans toute coopérative. Alors, vous avez le conseil d'administration qui est élu par les membres. Chaque membre est appelé à voter pour élire un délégué et ce sont les délégués entre eux là, qui vont choisir les administrateurs. AgroPure a un modèle hybride où vous avez à la fois des administratrices, administrateurs qui sont élus
par leur région et vous en avez aussi quelques-uns qui sont élus sur la base du suffrage universel parmi l'ensemble des membres. À la droite de l'écran, ce que vous avez, c'est la structure d'animation. Donc, cette structure d'animation-là, elle est particulière à AgroPure. Alors, ce que vous voyez, c'est que l'administrateur de sa région communique l'information par deux voies. Par l'équipe de conseillers coopératifs. Alors, on envoie aux équipes sur le terrain là, des éléments d'information. Ça peut être par le biais des réunions d'animateurs ou des réunions régionales. Et vous avez aussi les administrateurs qui communiquent directement avec les animateurs et qui, eux, transfèrent ensuite l'information aux membres. Alors, ce que ça a pour effet, c'est que vous avez cette structure-là qu'on peut qualifier d'élective, dont l'objectif est de faire respecter, d'avoir une juste représentation des membres au sein de la coopérative. Mais vous avez aussi cette structure-là qui est formalisée, mais qui vise à faire circuler de l'information au sein de la coopérative. Cet élément de structure d'animation permet le flux d'informations vers les administrateurs et des administrateurs vers les membres. Mais je tiens à le souligner, ça fait partie d'un ensemble, cette structure d'animation-là, qui relève de ce qu'on appelle le comité de solidarité. Alors, AgroPure, pour faire vivre la coopération, on n'a pas le choix, nous avons cette structure démocratique formelle. Mais cette structure d'animation-là, elle s'intègre dans ce qu'on appelle le comité de solidarité. Donc, pour votre information, là, comment ça se passe concrètement? Eh bien, AgroPure, lorsqu'elle tient une séance du conseil d'administration, il y a un moment où les discussions, le conseil d'administration reste en place, mais les discussions vont passer au comité de solidarité. Donc, le comité de solidarité, il est composé des administrateurs, donc les mêmes personnes qui composent le conseil d'administration. Et ce qui est important, c'est que là, on a un sujet, c'est la vie associative. La vice-présidence relations avec les membres et le secrétariat corporatif tient son autorité directement du comité de solidarité. Alors, ça permet d'avoir ce focus très précis sur la vie associative, avoir le lien direct avec nos membres. Une des activités importantes du comité de... Oups, le partage a cessé. J'ignore pourquoi, je vous reviens. On est de retour. Une des particularités du comité de solidarité ou une de ses tâches, c'est aussi de mener les réflexions stratégiques. Environ aux 5 ans, ça peut être 6 comme ça peut être 4, mais AgroPure tient ce qu'on appelle la réflexion stratégique des membres. Et on sonde les membres au travers d'un ensemble de réunions. Cette année, donc, on n'a pas les résultats à ce jour, mais en mars et avril, AgroPure a tenu 23 réunions auprès des membres sur la vie associative. Et c'était une réflexion stratégique. Où est-ce qu'on voit AgroPure dans les prochaines années? Quelles devraient être les priorités de la direction? Quels sont le rôle qu'AgroPure doit jouer dans une économie mondialisée et où la transformation laitière est en changement? Alors, ça permet de garder, excusez-moi l'expression, mais de rester groundé, de garder le contact direct avec les membres. Et à titre d'information, cette année, il y a plus de 900 personnes qui ont participé aux différentes activités des 23 réunions menées par AgroPure et des consultations en ligne. Donc, on a un tissu coopératif, un tissu qui est actif et qu'on garde actif tout au long du calendrier annuel. Donc, la vie associative, vous le voyez, en haut à gauche, on a l'Assemblée générale qui démarre l'année. Donc, on est en février. En avril, on fait... Excusez-moi, il y a un partage qui cesse. On devrait être bon pour repartir. Est-ce que c'est de retour, Frédéric? Oui. Je ne sais pas ce qui se D'accord. passe. Mais... Moi, j'ignore pourquoi. Alors, en avril, à droite, en haut, vous avez les réunions des membres. En juin, on a les assemblées d'été des animateurs. En septembre, on fait un autre tour, donc il y a la réunion des animateurs. Décidément, ça ne veut pas rester. Je ne sais pas ce qui se passe.
c'est Zoom qui est paresseux ce matin. Alors, et on a donc cette réunion des animateurs. Et si vous regardez en bas à gauche, on a les assemblées régionales novembre-décembre et on agrémente le tout des réflexions stratégiques. Ce qui fait que le membre chez AgroPure est sollicité et est impliqué tout au long de l'année. J'ai eu la chance de participer à des assemblées régionales. AgroPure divulgue de l'information, on entretient, on sonde les membres sur les préoccupations. Si on a des produits où on a ouvert une nouvelle usine, on présente les agrandissements des usines. On est très connecté. On veut faire en sorte que le membre comprenne ce qui se passe dans sa coopérative de transformation laitière. On dit souvent que la relation des coopératives avec leurs membres, elle est axée sur 3 éléments. Donc, la relation d'usager-propriétaire, ça implique d'avoir des parts, de participer économiquement. La relation usager-décideur, donc avoir un accès à de l'information, pouvoir voter, et une relation usager-bénéficiaire. Donc, comment on redistribue les excédents, quel impact la coopérative a sur la rentabilité de la ferme, et est-ce que le rôle en tant que bénéficiaire d'être membre d'une coopérative, est-ce qu'il n'y a pas un rôle autre, social, politique? Alors, chez AgroPure, on a ces éléments-là. La relation d'usager-propriétaire, ce sont les membres qui sont propriétaires d'AgroPure. On est exclusivement en production laitière. Donc, si vous ne produisez pas de lait, vous ne pouvez pas participer à la propriété d'AgroPure. Et la coopérative, elle est encore le prolongement de la ferme. Pour les membres, la coopérative a un rôle à jouer parce que c'est l'extension de mon exploitation agricole. On a accepté des investisseurs externes pour déployer là, notre stratégie d'expansion aux États-Unis là, il y a 5 ou 6 ans. Donc, il y a là, ce qu'on appelle un syndicat bancaire qui est entré dans le capital par voie de capital coopératif. Est-ce que ça va venir changer la donne? Ces investisseurs-là, évidemment, ont besoin de retour sur leur investissement. Donc, c'est une question qui est actuelle dans le monde coopératif. Si vous voulez vous déployer à l'étranger, par quels moyens procède-t-on? Donc, AgroPure a opté pour la voie de l'investissement externe. Il y a la relation usager-décideur. Donc, on l'a vu, une vie démocratique très riche. Les membres sont impliqués, la réflexion stratégique. Et la relation usager-bénéficiaire, AgroPure offre des ristournes à ses membres. Il y a le volet conseiller coopératif. Donc, précisément, les membres ont accès à du soutien de la part de leur coopérative. Et AgroPure joue aussi un rôle politique, où les actifs de transformation laitière au Canada doivent appartenir aux producteurs laitiers. Et on veut, notamment sur la question de la gestion de l'offre, AgroPure est une voie active pour permettre là, une voie active pour permettre aux producteurs de se faire entendre. Alors, la situation d'AgroPure sur le plan de la vie coopérative, il y a une logique coopérative très forte à l'interne qui se maintient. C'est ce que j'ai appelé la logique coopérative. Mais il y a aussi la logique capitaliste, où le contexte laitier nord-américain et international là, évolue rapidement. Vos concurrents sont de plus en plus grands. Donc, comment fait-on là, pour maintenir cet équilibre-là? Et je maintiens, là, c'est ma position qui pourrait être débattue, mais sur le plan coopératif, sur le plan de la mise en application des principes et de la richesse de la vie associative, c'est la logique coopérative qui domine chez AgroPure. Alors, je serai prêt pour les échanges quand vous le souhaiterez. Est-ce que j'ai respecté le temps, mon cher Claude? C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude-André. Voilà. Alors, on va maintenant quitter le secteur laitier, mais on va rester on va rester au Québec, je pense, avec une très grande coopérative également. Je ne sais pas si Colette est Oui, je prête. tente Oui, de partager. Est-ce que ça fonctionne? parfait, ça fonctionne très bien. Voilà, alors bonjour à tous, un grand plaisir d'être ici. J'étais avec vous hier pour une bonne partie, puis je suis vraiment enthousiasmée. C'est vraiment une belle rencontre, alors merci aux organisateurs. Moi, je suis une praticienne
Je suis directrice des affaires coopératives chez Solio Groupe Coopératif, qu'on connaissait auparavant sous le nom de la Coop Fédérée. Et l'objet de ma présentation, je suis contente que Claude-André ait passé avant moi parce qu'on a beaucoup de liens communs avec AgroPure. Donc, ça vous donne un peu notre contexte québécois de la coopération agricole. Là. Mais moi, c'est très, très précis. L'objet de ma présentation, c'est de partager avec vous notre expérience dans la mise sur place d'une nouvelle structure pour améliorer la vie associative et conserver le lien de proximité entre les membres dans notre réseau, dans un contexte de grande croissance. Alors, qui nous sommes en quelques mots? On est une grande coopérative pan-canadienne. On aura 100 ans l'an prochain. Et on est actif dans l'agroalimentaire, donc beaucoup l'agriculture, mais on transforme aussi. Et ça, c'est le volet entreprise. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse pour la présentation, c'est le volet fédératif, parce que nous sommes aussi une fédération de coopératives, donc une organisation coopérative de 2e niveau. Alors, on fédère près d'une centaine de coopératives. Là-dedans, il y a des coops de consommation, il y a des CUMA, des coopératives de machinerie agricole, mais il y a aussi, et c'est là notre histoire, des coopératives agricoles traditionnelles qui fournissent les intrants à la ferme. Et dans ce groupe de coopératives-là, vous voyez sur la diapo, il y a eu une énorme consolidation au cours des dernières années. On a diminué de plus de moitié le nombre de ces coopératives-là par des fusions, qui étaient légitimées, je dirais, par le fait qu'on se rendait compte qu'on a des analystes financiers chez nous qui suivent les coopératives, qui leur donnent des conseils, et on voyait bien qu'il y avait un certain nombre de coopératives qui ne dégageaient pas d'excédents opérationnels. Elles étaient rentables grâce à la ristourne qu'on leur donnait. Alors, c'est assez fragile comme situation, donc il y a eu un besoin de consolidation. Or, avec toutes ces consolidations-là, ces fusions-là, oups, je suis en arrière. Voilà. Il y a 2 enjeux là, qui ont émergé, 2 grands enjeux. Donc, pour nous, la fédération, sur la démocratie, il y avait un enjeu parce qu'à nos assemblées générales, chaque coopérative est représentée par une délégation de membres qui traditionnellement étaient des élus de notre réseau, donc des membres de conseils d'administration de nos coopératives. Mais avec toutes ces fusions-là, le nombre d'administrateurs, d'administratrices dans le réseau a beaucoup diminué et on craignait une grande concentration du pouvoir, ce qui n'est pas désirable. Et on voulait aussi avoir une vie démocratique quand même significative. Donc, on voulait engager plus de membres dans la gouvernance. Par ailleurs, pour nos grandes coopératives consolidées, elles étaient devenues très grosses avec 2-3 000 membres, des chiffres d'affaires, il y en a une qui atteint un demi-milliard de chiffre d'affaires. Donc, vraiment, l'avantage qu'on avait traditionnellement, qui était la proximité, et à toutes les fois qu'on faisait des sondages auprès des producteurs agricoles, ce qu'ils appréciaient le plus de leur coopérative agricole, c'est cette proximité-là. Donc, là, il y avait vraiment un désir de faire attention pour ne pas trop s'éloigner de la coopérative. Parce que, bon, il y a de la littérature qui le documente, là, quand une coopérative s'éloigne de ses membres, petit à petit, les membres ont moins d'informations, ils se désintéressent, ils cessent de fréquenter, en tout cas, ils fréquentent moins souvent, le capital de confiance commence à s'effriter, il n'y a plus de fierté du fait d'être associé à la coop. On arrête d'aller à l'Assemblée générale, le free riding augmente, et bref, tout ça conduit à une perte de positionnement stratégique. Il n'y a personne qui est gagnant là-dedans. Alors, un comité s'est mis en place, composé de gens de la fédération et des gens des coopératives de base pour réfléchir au concept de proximité et à l'engagement des membres. Et tout ça a débouché sur le programme des ambassadeurs. Donc, on l'a appelé comme ça. Je vous explique en quoi ça consiste. Il s'agissait de créer un nouveau statut entre le membre et le conseil d'administration de sa coopérative régionale. Donc, son rôle, un peu comme on l'a vu avec Claude-André, c'est vraiment un rôle de circulation d'informations, de prendre le pouls, d'aller valider certaines choses, d'écouter les préoccupations des producteurs agricoles à l'égard de leur coopérative. Et ce faisant, ils vont donc participer à l'animation de la vie associative. Et pour nous, ils forment une base aussi pour une délégation qui soit significative au fin de notre Assemblée générale annuelle.
Donc, ça répondait bien aux besoins des deux instances, à la fois la coopérative et la fédération. Maintenant, son profil, qu'est-ce qu'on recherche chez ces ambassadeurs-là? Bien sûr, on veut que ce soit des membres en règle, on veut qu'ils favorisent la coopérative dans ses achats parce qu'on veut une certaine exemplarité chez ces gens-là. On a aussi le souci de créer un groupe bien diversifié parce qu'il y a des gens dans notre gouvernance qu'on aimerait voir plus présents, notamment les femmes et les jeunes. Donc, on espère qu'avec ce groupe d'ambassadeurs-là, on aura plus de ces groupes-là. Également, on cherche des gens qui sont intéressés à développer leur leadership et leurs habiletés de communication. Et on cherche des gens qui sont prêts à donner un petit peu de temps, qui ont de l'intérêt pour contribuer à la coop, mais qui sont peut-être pas prêts, soit par disponibilité ou parce que simplement ils ne sentent pas qu'ils connaissent assez le milieu pour se présenter à des élections. Donc, maintenant, comment on va attirer ces gens-là? On va leur donner, bien sûr, de l'information périodique et privilégiée, tant sur leur coopérative et par leur coopérative que sur la fédération. On prévoit aussi un accompagnement pour développer leur leadership et leurs habiletés, donc une trousse de départ et puis de la formation pour les accompagner. Ces gens-là seront invités à la tournée du président. Donc, la tournée du président, c'est une de nos activités de vie associative. On a une vie associative quand même très riche. Et cette tournée du président-là, eh bien, c'est avant notre Assemblée générale, un mois et demi avant à peu près, le président se déplace pour aller rencontrer. Traditionnellement, c'était les conseils d'administration de nos coopératives, exclusivement pour eux. Mais là, on élargirait donc aux ambassadeurs qui peuvent venir assister. Et bien sûr, ils n'ont pas de dépenses. Là, c'est assumé. C'est un projet conjoint entre la fédération et les coopératives du réseau. Là, vous voyez que c'est écrit projet, projet, projet en bas de mes diapos. Alors, pour tout vous dire, ce programme-là a été lancé en 2019. Mais il a été lancé dans une certaine urgence parce que notre Assemblée générale s'en venait et on voulait s'assurer qu'il y aurait une assistance significative et que ce serait une démocratie intéressante. Par ailleurs, ça a été lancé, je dirais, un peu mollement. Mollement, je pense que c'est le mot parce qu'on ne voulait pas être trop directif. Hein. Dans notre réseau, là, le principe de l'autonomie et de l'indépendance, là, il est presque sacré. On respecte beaucoup la liberté de nos coopératives. Souvent, on va proposer des choses, mais on n'oblige pas et donc, on laisse beaucoup de liberté. Et puis, bang, la pandémie est arrivée. Alors, le résultat, la mayonnaise n'a pas pris, comme on dit. Je ne sais pas comment ça va se traduire. La mayonnaise n'a pas pris. Mais on s'est retrouvé avec des coopératives qui ont pris l'idée, mais qui l'ont fait à leur façon, de sorte que c'était à géométrie variable. Et là, l'accompagnement devenait vraiment difficile. Alors, il a fallu retourner à la table à dessin. Ce qu'on a fait, parce que quand même, nos coops nous ont dit, oui, c'est vraiment important, on le veut, ce programme-là, mais là, on a besoin de plus de structure. Donc, on a redessiné tout ça. Là, vous avez un petit schéma qui démontre vraiment comment on l'organise, beaucoup plus structuré. D'abord, les responsables. Hein, avant ça, il n'y avait pas nécessairement de responsables dans les coopératives. On ne savait pas qui étaient les interlocuteurs. Donc là, on a prévu de vraiment nommer des responsables et d'offrir à tous les responsables, tant à la fédération que dans les coopératives, une table où les responsables pourront ensemble apporter un peu plus de contenu, puis partager les bons trucs, puis faire avancer le dossier, bref, en continu. Et on a prévu également un forum annuel, donc au moins une fois l'an, tous les ambassadeurs dans le réseau pourront se rencontrer pour échanger leurs expériences et raffiner le tout. Et il y a aussi une plateforme virtuelle qui sera comme une communauté de pratique qui sera mise à la disposition des ambassadeurs. Donc, tout ça va être lancé en août très bientôt. C'est essentiellement le même programme, mais beaucoup mieux ficelé, beaucoup plus détaillé. Alors, en conclusion, nos leçons apprises du premier lancement, d'abord, hein, c'est un symptôme. On se rend compte que trop souvent, on travaille en silo, le volet entreprise et le volet association. En fait, le volet, la réflexion stratégique sur le modèle d'affaires avait été entamée depuis un bon moment
quand la réflexion sur le volet associatif s'est mis en branle. Donc, le volet associatif a comme pris un petit peu de retard, de sorte qu'on a agi un petit peu en précipité. Donc, première leçon, prendre en compte dès le début de la réflexion stratégique l'enjeu de la proximité, mieux intégrer la vie associative dans la vie entrepreneuriale, bref. Également, il y a un équilibre à gérer entre l'autonomie et l'indépendance. Je vous disais qu'on respecte beaucoup ce principe-là, on l'aime beaucoup, mais il ne faudrait quand même pas que ça vienne occulter le rôle de leadership à l'égard de l'action collective qu'une fédération doit assumer. Et dans la même ligne aussi, sur le plan de la communication, nos coopératives, parfois, ils voient d'un mauvais œil quand la fédération va s'adresser directement à leurs membres, parce qu'eux, ils veulent garder ce lien privilégié, et c'est légitime encore là, mais il faut que la fédération trouve sa niche de communication, parce que vraiment, elle a un rôle important à jouer dans un message qui est fédérateur et qui est commun. Alors, on poursuit, on est à l'écoute de nos membres, on co-construit chemin faisant, l'atmosphère est très, très bonne, on est dans la réciprocité et dans le dialogue, et puis on s'ajuste continuellement pour assurer le succès et la pérennité de notre réseau. Voilà, merci beaucoup. J'arrête de partager l'écran. Merci beaucoup, Colette. So thanks to the three speakers, we have now a bit more than 10 minutes for questions and answers. I think it was very interesting, all three presentations. I received the first question, which is for Nea, but which can also just touched upon by Colette also a little bit. So Nea mentioned that there are 2 designated seats for women on the board. And the question that was asked, that I received, was how are these seats treated, and are they contested? Is it a minimum of 2 women on the board, or is it just like a fixed amount? And are they treated like all other board members? So yeah, maybe you can give some information about that. And Colette, vous avez mentionné le fait que d'essayer d'intégrer les femmes. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir aussi par rapport à ça. Ça peut être intéressant de créer des ponts. Oui, d'accord. Nous, on a un plan d'action vraiment pour intégrer plus de femmes dans les conseils d'administration, pour en avoir plus dans le conseil de la fédération. À l'heure actuelle, il y a un siège de réservé pour une représentation féminine, mais il y a quand même 3 femmes au conseil d'administration. Mais on travaille beaucoup le réseautage en région. On organise des rencontres en région pour les coopératrices, pour les intéresser à la coopération, et on leur offre de l'accompagnement justement pour qu'elles prennent confiance, parce que souvent les femmes ont besoin d'être plus rassurées peut-être que les hommes pour se présenter aux élections. Donc oui, on a une stratégie. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui, on a une stratégie, puis on tient ça à cœur, cette question-là de la parité au sein des conseils. Okay, merci. Nea, maybe about these women on the board, and these women who have a seat on the boards. Yeah, so the participation of women in village dairy cooperative societies is very less, and that is why the state developed this new law where there has to be minimum 2 women in the board of the cooperative society. But as I said earlier, that this law needs to be strengthened. The implementation system of this law needs to be strengthened, because there are societies where there are no women milk, though they have active women cooperative members in their pouring everyday regular milk in their milk cooperative societies, but they do not have women cooperative members in their board. Even in second situation, there are cases where there are women cooperative members, but again the decisions are taken by their partners, their husbands, because they are also the cooperative members. So again, though they are members, they are not active members. They don't actively participate in the decision-making process. So this is the reason through the framework, I
I proposed the strengthening norms, the strengthening strategies, and the strengthening political sensitivity towards the laws and towards the implementation process. So the law has been formed recently, but yes, we need to strengthen the implementation process. Okay, thank you. I see a question for Claude André also, so I try to to share the time among the speakers. A question from Roger Spear about the issue of outside investors and how our control. Well, yeah, the question is how are control and subtle influence issues managed? Oui, question. Est-ce que je réponds en anglais ou en français, Frédéric? C'est pareil, il y a l'interprétation. D'accord. La question de l'influence des investisseurs externes, elle est très intéressante. D'abord, pour AgroPure, les seuls administrateurs doivent être producteurs laitiers. Donc, le contrôle décisionnel, la gouvernance, elle est assurée par les membres. Cela dit, les investisseurs, là, donc il y a Desjardins, il y a la Banque nationale, il y a la Caisse de dépôt qui est une institution publique qui investit dans l'économie, ont permis à AgroPure, ils ont investi dans AgroPure par le biais de capital privilégié, donc de parts privilégiées. L'influence va être la suivante, c'est qu'en échange de cet investissement-là, AgroPure s'engage à respecter des ratios financiers. Donc, il y a une influence qui est, je veux dire, contractuelle sur le fait qu'on doive respecter cette préservation du capital. Et il y a, je crois, là, je n'ai pas vérifié, mais il y a possibilité aussi d'avoir un administrateur observateur au sein du conseil d'administration. Alors, cet administrateur-là, invité, ne sera pas membre, mais sera désigné par le représentant du syndicat des investisseurs. Alors, on peut très, très bien comprendre qu'il y a des influences de type, on aimerait avoir nos intérêts sur le capital investi. Donc, organisez-vous pour mettre de l'ordre dans vos affaires. Quand les affaires vont bien, il n'y a probablement aucun souci. Quand il y a des périodes plus difficiles, bien là, on peut croire que les investisseurs externes exercent davantage de pression. OK, merci. Yvan, Oui. vous voulez poser une question à Colette, je pense. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Merci beaucoup pour les présentations. J'ai une question, excusez-moi, j'ai une question plus orientée pour Colette. Dans la diapositive sur un peu les rétributions, les avantages des membres qui deviendraient ambassadeurs, est-ce que vous avez eu des enjeux pour compenser le temps, même si les comptes de dépenses sont payés, même si sont détournés, c'est quand même, on a tous des agendas très remplis, c'est quasiment une partie de métier. Est-ce que vous avez des enjeux pour recruter et surtout compenser, entre guillemets, la partie, oui, coopérative, salaire ou ce genre de choses? Comment ça a pu se traduire pour compenser tout ça? Oui, ben, c'est une excellente question. En fait, il est prévu que les perdièmes aussi, on leur donne des perdièmes. OK, c'était ma question. Oui. OK, est-ce que ça a été prévu à l'origine? Oui. Oui. OK, d'accord. Okay. Oui, il y a quand même une sorte de compensation salariale qui vient avec, entre guillemets. Absolument, absolument, parce qu'eux, il faut qu'ils se fassent remplacer sur la ferme. Hein, alors, c'est ma question. Donc, on va s'appeler Colette. Merci. Très bien, on met les gens en contact. All right. I also see in the chat some discussion about democratic innovations. So saying that it's a continuous process to keep the democracy going, and you need to animate continuously the cooperative. And some people are speaking about lotteries and also the question of involving future generations, because it's also a problem of keeping the cooperative sustainable in the long run and after the current members. So maybe someone wants to react. Claude André? C'est très important de rester connecté avec le membre. Et on constate, puis Colette, je suis convaincu là, que dans vos coopératives et chez vos sociétaires, c'est la même chose. Chez AgroPure, on a la réflexion là, le membre était généralement le patriarche de la famille qui était propriétaire de la ferme. Là, le membre a évolué. C'est maintenant 2,
3 familles réunies dans un rang, 2 rangs qui possèdent les 2-3 fermes laitières originales et on se partage le travail. Donc, on se partage aussi la vie associative. Alors, AgroPur réfléchit maintenant comment interagir avec les membres si traditionnellement, c'était des rencontres dans un calendrier, alors qu'aujourd'hui, les nouvelles coopératrices, les nouveaux coopérateurs, ils interagissent avec un bidule électronique, là. Alors, il y a toute cette redéfinition-là de la relation avec le membre et du membre, ce qu'on appelle en marketing le persona. Là, donc, c'est qui notre archétype client? Mais c'est la même chose dans le monde coopératif, là. Les membres ont évolué aussi. Donc, les coopératives, pour rester pertinentes et actives, Colette l'a très bien présenté, doivent absolument faire état là, de ce changement-là, là, qui est à la fois générationnel, économique, social. Any other speaker who wants to react on that? Oui, je peux compléter en disant que c'est clair, surtout avec la pandémie, on a vu que on n'avait pas le choix, on fonctionnait en virtuel, donc il va falloir adapter et avoir un mode hybride. Par contre, il faut faire attention à ne pas tout mettre en virtuel parce qu'on va perdre beaucoup d'humanité dans tout ça, là. Je pense que c'est important de se voir en face à face, mais il va falloir aussi avoir un mix des deux, là, un mix du présentiel et du virtuel, oui. Okay. Are there other questions from the audience? I'm trying to look at the chat at the same time. It's peut-être vous entendre sur la question, puisque ça a été posé dans le chat, la question pour animer justement la coopérative, c'est la question de la loterie, donc de provoquer un peu les membres à participer par tirage au sort et de les impliquer dans certaines instances. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu parler et que vous souhaiteriez implémenter? Je peux y aller. Je trouve très, très bonne idée. D'ailleurs, dans ma municipalité ici, on l'a vécu. Ils ont fait un budget participatif et ils ont demandé aux gens de s'impliquer, comment ils voyaient ça. Puis partout, les gens essaient de redonner. C'est la subsidiarité, dans le fond, hein, le principe du développement durable, le plus bas niveau possible. Donc, moi, je trouve que c'est une avenue fort intéressante. On n'est pas encore rendu là. Par contre, là, il y a du chemin à faire, mais je pense que ça mérite d'être exploré, certainement. OK. Claude André, oui. Oui, rapidement, c'est une avenue qui est intéressante, mais qui, dans le cas d'une coopérative agricole où vous avez donc des entreprises là, qui sont impliquées essentiellement dans la vie coopérative, il faudrait, le critère, c'est Nielsen, l'auteur, le chercheur en 2009 qui disait: si vous n'êtes pas en mesure, comme coopérative, de faire en sorte que la voix est entendue et les décisions sont prises en accord avec ce que les membres vous disent, les membres vont avoir cette déconnexion-là. Et on doit toujours travailler à renforcer cette relation. On va parler de densité là, dans un réseau, là, rendre le réseau de nos membres dense, actif, pour permettre aux gens de vivre la coopération. Et ce n'est pas simple. Alors, est-ce que l'avenue de la loterie, ça peut être fort intéressant? Je sais que vous avez, chez Solio, vous avez toutes les activités de la relève. Il y a la même chose chez AgroPur. Donc, être capable de nourrir là, ce lien avec notre coopérative dès le jeune âge, c'est important aussi à explorer. Très intéressant. Peut-être une dernière question avant la pause. On reste avec Claude André, puisque je reçois cette question. Est-ce que c'est... Actually, Fred, if I could step in, we perhaps should just move on because we only have a 15-minute before we launch into the next piece. That's perfect then. That's okay. But thank you so much. Those were excellent examples. I think that was a great warm-up for today. So we all Thanks a lot to all speakers. Yeah, thank you, Fred, also for Thank you. moderating.